Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures de cette année 2021 et ça va me permettre de faire un petit bilan de cette année de lecture qui vient de s'achever. Je me suis dit que ce serait pourquoi pas fun et pourquoi pas rigolo de faire un top 10 en vous présentant mes lectures d'une manière décroissante. Donc en premier, je vous parlerai de ma 10e meilleure lecture de l'année, mais vu qu'elle est dans le top 10, c'est quand même une très bonne lecture, jusqu'au numéro 1. Ce classement représente bien mon année 2021, qui a été une très bonne année de lecture pour moi, meilleure que l'année 2020. De toute façon, tout est mieux que l'année 2020. J'ai eu également pas mal de déceptions au cours de cette année. J'ai pas eu une année de lecture absolument parfaite. J'ai eu beaucoup de déceptions, des livres où vraiment je me disais mais je vais adorer, et j'ai pas aimé du tout. Donc ça a été de grosses désillusions pour moi. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un top de mes pires lectures de l'année. L'année dernière, j'ai fait un bilan général où j'ai parlé à la fois de mes meilleures lectures et de mes pires lectures. Mais là, cette année, j'avais plutôt envie de me concentrer sur vraiment ces livres qui ont vraiment marqué ma vie et mon année. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo concentrée sur le négatif et où je spill the tea sur certains livres. Mais si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais ça vous intéresse, je pourrais le faire parce que je suis toujours là pour critiquer des livres. Mais de manière générale, je suis très contente de cette année 2021 au niveau des lectures. J'ai vraiment fait des lectures qui m'ont bouleversée, qui m'ont touchée. Et il y a certaines de ces lectures qui ont non seulement marqué mon année, mais qui ont aussi marqué mon cœur et ma vie pour très longtemps. Donc je suis ravie d'avoir lu ces livres et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Roulement de tambour. La 10e place de ce classement revient au roman graphique Le Porteur d'Histoire, qui vient d'une pièce de théâtre d'Alexis Michalik et qui a été illustrée par Christophe Gauthier. L'histoire commence avec un homme qui enterre son père. Durant cette période de deuil, il découvre un secret, un trésor. Et ce secret, ce trésor qu'il découvre, je vais pas vous dire ce que c'est, ça enlève un peu la magie de la chose, ce trésor l'entraîne dans un voyage à travers le temps et l'histoire, et surtout l'emmène à la rencontre de certaines personnes. Ce roman graphique, c'est un merveilleux voyage à travers les âges, à travers le temps et l'histoire. C'est des histoires imbriquées dans d'autres histoires, c'est un tourbillon d'histoire et d'époque. C'est une histoire où à la fin tout fait sens et où les personnages sont toutes et tous liés les uns aux autres d'une certaine manière. C'est le genre d'histoire qui est très triste, qui est très mélancolique, mais qui a surtout une touche d'optimisme et d'espoir. Moi, les dernières pages, j'étais en train de pleurer, j'ai fait que pleurer pendant les 40-50 dernières pages. C'est une histoire, je trouve, qui dit qu'en fait on est toutes et tous liés les uns aux autres, pas seulement les personnages de cette histoire. Si jamais vous voulez un avis plus complet sur ce roman graphique, j'en ai parlé en long et en large pendant 10 minutes je crois, mais peut-être plus de 10 minutes dans mon dernier update lecture, je vous le mets dans le petit i. Ma 9e meilleure lecture de cette année 2021, c'est A Thousand Ships de Natalie Haynes. Il n'est pas traduit en français, pas encore, je sais pas du tout si c'est dans les plans de certaines maisons d'édition, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est le seul livre qui n'est pas traduit en français dans cette liste. Donc tous les autres livres, si vous lisez en français, vous pouvez vous les procurer. Dans ce livre, Natalie Haynes raconte l'histoire de la guerre de Troie, mais sous un prisme exclusivement féminin. Chaque chapitre se concentre sur un point de vue différent, d'un personnage féminin différent. Il y a certains chapitres où on retrouve les mêmes personnages féminins, mais de manière générale, à chaque chapitre, on a un point de vue différent. Les personnages du livre sont plus ou moins connus, il y a des noms qui sont très célèbres, et il y a d'autres personnages, si on a seulement les bases de la mythologie grecque, on les connaît pas forcément, mais c'est chouette, ça permet d'en apprendre plus sur la mythologie grecque. Et ce qui est bien, c'est qu'au début du livre, il y a une liste avec les différents personnages qui figurent dans le livre, donc même les personnages secondaires. Donc par exemple, tel personnage c'est la sœur de machin, c'est le frère de bidule. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée, qui m'a même émue à plusieurs reprises. Je crois même que j'ai lâché quelques larmes à certains passages. L'écriture de Natalie Haynes est magnifique, c'est mélancolique, c'est poétique, mais pas non plus trop poétique parce que les phrases sont quand même... Je trouve que l'anglais est pas très inaccessible dans ce livre, donc c'est poétique mais juste ce qu'il faut. Je trouve surtout en fait qu'elle a une écriture très juste et très sensible, et surtout elle n'hésite pas à plonger en profondeur dans l'intériorité de ces femmes. C'est un livre qui a des passages très bouleversants parce qu'on suit des femmes durant une guerre, donc forcément il y a des passages de bataille, il y a des passages avec de la violence et du sang, et il y a des passages surtout de deuil. La grande majorité des personnages de ce livre, franchement 90% des personnages de ce livre vivent des périodes de deuil, ont vécu des périodes de deuil. Et Natalie Haynes, elle décortique vraiment les pensées de chacun des personnages féminins de cette histoire. Elle nous plonge vraiment dans leur intériorité et donc on a accès à leur deuil, à leur chagrin, à leur rage, à leur colère. Et il y a des passages qui sont très bouleversants, très émouvants, très durs parfois. Notamment il y a une phrase à un moment, je trouve que c'est une phrase qui résume totalement
les thématiques de ce livre. Je vais vous traduire, parce que voilà, je suis la reine des traductions, à chaque fois je fais des traductions trop nulles. Mais en gros c'est une phrase qui dit: quand une guerre est finie, les hommes perdent leur vie, mais les femmes, elles, perdent tout le reste. C'est un récit, je trouve, qui a tellement d'enjeux, parce que non seulement c'est un récit qui montre la réalité de l'horreur de la guerre, parce qu'il y a plein de passages qui sont très durs, quoi, qui m'ont serré la gorge, et en même temps, c'est un passage aussi qui montre toute la misogynie subie par les femmes, et aussi qui nous plonge dans l'intériorité des femmes, donc ça a vraiment plein d'enjeux comme ça, des enjeux autour de la guerre et autour de la place des femmes dans la société. J'ai un petit bémol avec ce livre, c'est que des fois j'avais l'impression que même si Natalie Hinz met vraiment les femmes en avant, et clairement c'est clair et net quoi, c'est clair comme de l'eau de roche quand on lit ce livre, j'avais quand même l'impression que des fois ça tournait un peu autour des hommes quand même. Et mon gros bémol par rapport à ce livre, c'est les chapitres de Pénélope, qui est donc connue comme étant la femme d'Ulysse, parce que malheureusement elle est très peu mise en avant, sinon c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie à part ça. C'était des chapitres du coup qui étaient très beaux et très mélancoliques. Malheureusement, ces chapitres m'ont énormément déçue parce que durant ces chapitres, c'est juste Pénélope qui raconte l'histoire d'Ulysse à Ulysse. Elle dit par exemple oh tu as fait ça, notamment elle raconte toute l'histoire avec le cyclope, etc. Et ça m'a tellement déçue parce que déjà j'ai pas compris pourquoi Natalie Hinz a fait ce choix, étant donné qu'elle écrit ce livre pour mettre les femmes en avant. C'est un peu pour ça que ce livre n'a que la 9ème place, mais la 9ème place c'est quand même super bien, il est quand même dans ce top, c'est quand même un livre qui m'a énormément touchée et l'écriture est magnifique et je lirai les autres livres de Natalie Hinz, c'est obligé. Franchement c'est un livre que je ne peux que vous conseiller, en plus je vous connais, hein. Je vois certaines personnes qui regardent mes vidéos et je sais qu'on est pareil, et mythologie grecque avec des points de vue féminins, oui, clairement, oui, c'est fait pour nous ce livre. Ma 8ème meilleure lecture de l'année, je suis très contente de vous en parler parce que c'est un livre que je n'ai pas encore cité dans des vidéos parce que je l'ai lu très récemment. C'est l'un des derniers livres que j'ai lu au mois de décembre. C'est le premier tome du manga L'Enfant et le Maudit de Nagabe. Alors pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome, donc je ne sais pas ce que donne le reste de la saga. Peut-être que le reste de la saga va me décevoir, je ne pense sincèrement pas. Mais je ne peux... Voilà, là je ne vous parle que du premier tome. Je l'ai absolument adoré. Alors je vais essayer de faire un résumé de ce manga, mais c'est un peu compliqué parce que dans ce premier tome c'est très flou. On a beaucoup de questions et très peu de réponses. Dans le monde de cette histoire, il y a une malédiction qui a touché certaines personnes, qui fait que certaines personnes deviennent des maudits. Donc c'est des personnes un peu comme lui. Les maudits prennent une apparence comme ça, donc une apparence monstrueuse, et s'il touche une personne qui n'est pas maudite, eh bien cette personne devient maudite. Du coup après cette malédiction, la société se sépare en deux, il y a un extérieur, donc c'est là où vivent les maudits, et il y a un intérieur, donc c'est là où vit la société avec les personnes qui ne sont pas maudites. Et nous dans cette histoire, on suit donc l'enfant et le maudit, on suit donc un maudit qui s'appelle le professeur, enfin, c'est son surnom du coup, et il est surnommé le professeur, et il a pris sous son aile une petite fille, une enfant qui est humaine et qui n'est pas encore maudite. Et pour l'instant, là on en est dans le manga, on sait pas comment cette petite fille et ce maudit se sont retrouvés ensemble. On sait juste que ils vivent ensemble, il l'a prise sous son aile, il la protège, et cette petite fille qui s'appelle Shiva et qui est juste adorable attend sa tante, elle attend que sa tante vienne la chercher. Ce manga m'a énormément touchée, c'est un manga que j'ai trouvé à la fois sombre et lumineux, à la fois doux et mélancolique. C'est un mélange de beaucoup de choses, de lumière et de noirceur, de douceur et de tristesse, et en fait c'est une histoire qui est très sombre. Là ce que je viens de vous raconter c'est quand même assez sombre, cette histoire de maudits, puis surtout les maudits sont persécutés, le professeur à un moment on voit il est un peu persécuté, un peu beaucoup persécuté même. C'est une histoire qui a des aspects vraiment très sombres, mais je trouve que c'est pas ce qui ressort le plus de ce manga. Moi vraiment, quand je le lisais, mais je trouvais ça tellement beau, tellement doux, tellement pur, et notamment la première moitié de ce premier tome, c'est juste le professeur et Shiva qui vivent ensemble et on voit leur quotidien, on voit leur relation, et ils ont une relation tellement douce, tellement belle, tellement pure. Il y a un moment, Shiva, je te jure ce moment j'ai cru que j'allais pleurer, alors que ce moment il est genre 10 pages, enfin il est très tôt dans ce tome, et j'ai vraiment cru que j'allais lâcher des larmes, parce que Shiva, donc la petite fille, elle fabrique une couronne de fleurs, et elle lui pose dessus. Enfin, il met la couronne de fleurs genre lui, et du coup tu vois sa tête avec une couronne de fleurs dessus, et c'était juste trop mignon. Et surtout, j'ai envie de dire, le professeur, donc le maudit, franchement c'est Bay. J'adore ce personnage. C'est un personnage mais qui est très humain en fait. Et en fait, à un moment du manga, tu te dis mais en fait il est maudit, mais en fait il est plus humain que d'autres personnages, parce qu'il y a un peu
des militaires, je sais pas trop comment dire, il y a un peu des gars qui tournent et qui veulent buter les maudits, voilà en gros, je sais pas comment décrire, mais tu te rends compte qu'en fait lui, qui est maudit, il est beaucoup plus humain que ces autres personnes. Ce manga est tellement pur et en même temps tellement sombre, c'est très étrange, mais c'est juste génial. Je pense par contre que ce premier tome peut beaucoup frustrer beaucoup de personnes, parce que comme je disais, on a très peu de réponses. On sait que le professeur et Shiva ils sont ensemble, mais alors comment ils se sont retrouvés ensemble on sait pas. On sait pas énormément de choses sur la malédiction, sur le background, sur l'intérieur et l'extérieur, sur la société actuelle dans l'histoire, on sait pas grand chose, donc je pense que ça peut frustrer beaucoup de personnes et surtout c'est assez lent, notamment la première moitié de ce tome est assez contemplative étant donné qu'on suit le quotidien de Shiva et du professeur. Et c'est assez lent en fait, mais moi j'ai juste adoré. Alors par contre en effet j'espère que les prochains tomes exploreront plus le monde de cette histoire, parce que c'est vrai que si on reste pendant 1000 tomes comme ça, il y en a 11 en tout, la saga est finie, il y a 11 tomes, donc ça va, c'est pas trop long. J'espère qu'à un moment on aura quand même des réponses et plus, on connaîtra plus d'éléments sur l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon premier tome. Je pense sincèrement que cette saga va être une petite pépite et je sens que je vais aller dévorer là les 10 autres tomes durant l'année 2022. Maintenant, place à mon 7e livre préféré de cette année 2021 et c'est nul autre que Spoiler Alert d'Olivia Dade qui est traduit en français. Il a été traduit cette année, le titre c'est Attention spoiler. Je viens de me rendre compte en fait qu'il y a des livres vraiment très différents dans ce top, parce que les livres n'ont vraiment rien à voir les uns par rapport aux autres. Spoiler Alert, c'est une romance, et dans ce livre, on va suivre la relation entre April et Marcus. April est fan d'une série télévisée qui est un petit peu en mode Game of Thrones. April est très fan de l'univers de cette série, mais surtout, elle est très fan de la saga littéraire dont est tirée la série. C'est totalement le Trône de Fer. je crois que c'est même officiel que la série du livre reprend le Trône de Fer, donc une série très populaire qui est tirée de livres, et les fans sont très déçus de la série parce que les livres sont tellement mieux. Là c'est exactement ça dans ce livre, April elle est fan de la série mais elle préfère quand même les livres et elle est très déçue par la série. Du coup elle écrit des fanfictions sur les personnages de la série et des livres. Et Marcus, lui, c'est un acteur de cette série, donc je sais plus le nom, je sais plus comment elle s'appelle, mais il est acteur dans la série justement qui est un peu en mode Game of Thrones. C'est l'un des acteurs principaux. Et en fait on apprend qu'il mène une double vie parce que en gros durant la journée il tourne la série et le soir quand il rentre chez lui il écrit lui aussi des fanfictions parce que lui aussi de base c'est un fan des livres et il est déçu aussi du tournant que prend la série, donc il écrit des fanfictions sur la série dans laquelle il joue. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre mais c'est très rigolo. Quand j'ai commencé Spoiler Alert je m'attendais pas à grand chose, je me disais que ça allait être sympa, que ça allait être mignon, que j'allais passer un bon moment de lecture mais sans plus. Et ça a été une surprise incroyable parce que j'ai absolument adoré ce livre et j'ai passé un super moment de lecture. C'est une romance qui est à la fois drôle et touchante et surtout qui aborde des thématiques tellement importantes et d'une manière très profonde, j'ai trouvé. Dans ce livre on parle de dyslexie, de grossophobie, de relations aux parents, de familles dysfonctionnelles. Ça parle beaucoup aussi du pardon. Est-ce qu'on est obligé de passer par le pardon pour avancer dans la vie? Est-ce qu'on est obligé de pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal parce que on nous dit que c'est toujours mieux de le faire? Le message de ce livre, c'est clairement qu'il faut aller au-delà des apparences et qu'une personne peut refléter tout ce qu'elle veut. Une personne peut... Tu peux croire que elle est comme ci, qu'elle est comme ça, tu peux t'imaginer sa vie, mais en fait tu ne sais pas ce que cette personne traverse parce que tu n'es pas dans sa vie, tu ne sais pas ce que cette personne a dans la tête. C'est une lecture qui est douce, mais qui est en même temps tellement forte et qui te donne envie de t'assumer à 100%, qui te donne envie d'avoir confiance en toi et de tout défoncer autour de toi, et en même temps c'est très doux, très touchant, très drôle. J'ai été même émue lors de certaines scènes à la fin, et en même temps ça m'a fait rire. Ma 6e meilleure lecture de cette année 2021. Je n'ai pas les livres avec moi, du coup je me décale un petit peu pour vous mettre la couverture juste ici. Ma meilleure lecture de 2021, c'est plutôt 3 livres parce que c'est une saga de bande dessinée. C'est Le Cercle du Dragonté de Kay O'Neill. Donc le premier tome c'est Le Cercle du Dragonté, le deuxième tome c'est Le Festival du Dragonté et le troisième tome c'est La Tapisserie du Dragonté. Non c'est pas ça. Si, la tapisserie, ça se dit. En anglais, le titre c'est The Tea Dragon Tapestry, mais en français, je ne sais pas, parce que je crois que ce n'est pas encore traduit en français. Les 2 premiers tomes sont traduits en français, mais pas le 3e. Voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu perdue. Le Cercle du Dragonté, sincèrement, c'est une bande dessinée que je conseille à tout le monde. Qui que vous soyez, quoi que vous lisez, vous aimerez Le Cercle du Dragonté. Enfin, non, parce qu'il y a sans doute des gens qui n'aiment pas, mais je la conseille vraiment
à tout le monde. Là aussi c'est un petit peu compliqué de faire un résumé parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Et je crois justement, quand j'étais sur Goodreads et que je regardais un peu les avis négatifs, parce que je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé cette bande dessinée? Évidemment, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, il n'y a rien que tout le monde aime. Donc là, il y avait des gens qui n'aimaient pas, et notamment ce qu'ils reprochaient, c'était le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Et en soi, ils n'ont pas complètement tort, il n'y a pas vraiment une histoire, disons qu'il y a un fil rouge. Ces 3 BD se situent dans un monde où il y a des dragontés qu'on peut élever, et c'est des dragons, des tout petits dragons qui sont adorables, qui fournissent du thé. Et quand on boit ce thé, on peut avoir accès à nos souvenirs, à certains souvenirs. Et durant ces 3 tomes, on va suivre plusieurs personnages dans ce monde, donc en parallèle des dragontés. Donc on va suivre les 2 hommes, le couple qui élève des dragontés, et on va suivre aussi une petite fille qui se prend d'affection pour des dragontés, et on suit plusieurs personnages. On suit aussi une fille que le couple qui élève les dragontés ont un peu pris sous leur aile, et on suit tous ces personnages qui vivent ensemble, et ils ont chacun leurs problématiques, leurs enjeux. Donc en fait il n'y a pas vraiment d'histoire, mais il y en a quand même une parce qu'on suit ces personnages, on les voit évoluer. Il y a d'autres personnages aussi qui apparaissent dans le tome 2 notamment, et en fait on suit tout simplement leur trajectoire, on les suit tout simplement aller au-delà des obstacles et aller au-delà de leurs problématiques, parce qu'ils ont chacun un peu leurs petits soucis, des choses qui les attristent. C'est une BD, je trouve, qui est d'une douceur et d'une bienveillance incroyable. Moi je lisais ça, mais je me sentais fondre. Si vous allez pas bien, franchement je vous encourage à lire cette bande dessinée parce que c'est une BD qui est tellement pleine de douceur et de bienveillance. C'est une BD qui est très humaine et pleine d'espoir. On suit tous ces personnages, être soutenants les uns envers les autres, être bienveillants les uns envers les autres et s'aider les uns les autres. Et surtout c'est une bande dessinée où il y a aussi une pointe de mélancolie, mais juste ce qu'il faut, tu vois, pas suffisamment pour te rendre vraiment triste, mais il y a quand même un peu de mélancolie comme ça en fond, parce que c'est une bande dessinée qui parle aussi beaucoup des souvenirs, notamment vu que les dragontés fournissent le thé, on peut avoir accès à des souvenirs. Le fait de voir ces souvenirs, ça apporte une forme de nostalgie et de mélancolie à cette bande dessinée, et notamment le 3e tome, donc le dernier tome, parce que c'est une saga terminée. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, et c'est vrai que ça c'est peut-être mon seul petit bémol, c'est que je trouve que après voilà, c'est le choix de l'auteuriste de faire 3 tomes, mais je trouve que le monde n'est pas suffisamment exploré quand même, donc c'est vrai que d'autres BD m'auraient plu, mais bon. Le 3e tome de cette bande dessinée, c'est mon préféré et c'est celui que j'ai trouvé le plus mélancolique. Il y a plusieurs passages où vraiment j'étais un peu triste, mais c'est très beau et le message d'espoir reste quand même le plus grand. En fait, c'est une BD tout simplement qui est humaine, pleine d'espoir et qui est à la fois très triste et très belle. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Vous voyez là, tous les livres que j'aime, en fait, c'est triste et beau à la fois. C'est mon esthétique. Et aussi, last but not least, ce qui m'a poussée à commencer ces bandes dessinées, c'est les dessins. Les dessins de ces bandes dessinées, moi c'est tout ce que j'aime. Et la colorimétrie surtout, elle est à tomber par terre. C'est des couleurs pastel qui sont absolument magnifiques. Les dessins de cette bande dessinée, franchement, je vais suivre le travail de Kay O'Neill dans ses autres bandes dessinées. Il n'y a rien à dire pour moi, vraiment c'est parfait. Et vraiment, je les aime trop ces bandes dessinées et je pense que je les relirai et je vais les acheter en physique. Vraiment là j'ai juste qu'une envie, c'est de les relire en physique. Ça y est, on arrive au top 5, mes 5 livres préférés de cette année 2021. Donc là c'est vraiment mes pépites, mes trésors, c'est vraiment mes gros coups de cœur de cette année 2021. Ces livres qui vraiment, ouais vraiment, ces 5 livres dont je vais vous parler, il y en a un petit peu plus, vous verrez parce que c'est des sagas. Bon, je spoil, bref, je me tais. Là vraiment ces 5 livres dont je vais vous parler, c'est vraiment des livres qui ont marqué mon cœur et qui vont marquer ma vie pendant très longtemps je pense. Et c'est vraiment des livres qui tout simplement sont dans mon cœur et que j'ai trop aimé cette année et qui ont embelli et illuminé mon année 2021. Le 5e livre que j'ai préféré durant cette année 2021, j'ai l'impression d'être au César, aux Oscars. Mon 5e livre préféré de cette année 2021 est nul autre que Le Chant d'Achille de Madeline Miller. C'est vrai que j'étais un petit peu étonnée en faisant mon classement parce que je pensais qu'il serait plus haut, mais je trouve qu'à la 5e place ça lui convient bien. Donc pour ce livre c'est pareil, si vous voulez un avis plus détaillé, je crois que c'était dans mon update lecture du mois de juin. Donc je vous mets cette update lecture dans le petit i et j'ai aussi fait un vlog où je parle un peu plus de ce livre aussi. Je vous mets tout ça dans le petit i. Parce que c'est dans ces vidéos je parle plus en détail de mon ressenti. Le Chant d'Achille c'est un livre qui est très populaire sur la sphère littéraire d'internet. Je vais parler comme une boumeuse, c'était horrible. C'est un livre qui est très populaire, mais franchement on va pas se mentir, la hype est tout à fait compréhensible je trouve, même si... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ce livre, ce que je peux tout à fait comprendre, mais je trouve que c'est un livre quand même, je comprends qu'il y ait une si grosse hype autour. Dans ce livre, Madeline Miller fait une réécriture de la mythologie grecque et elle raconte l'histoire d'Achille et de Patrocle, de leur relation. Et tout simplement elle reprend les grands événements de la vie d'Achille et de Patrocle
et en présentant leur relation amoureuse. Donc durant ce livre, on suit toute la relation entre Achille et Patrocle, de leur première rencontre jusqu'à la guerre de Troie et tous les événements qui s'en suivent. C'est un livre tout simplement que j'ai trouvé magnifique, mélancolique et terriblement touchant, autant dans l'écriture de Madeline Miller que dans ses thématiques. J'ai adoré l'écriture de Madeline Miller, même quand j'ai lu Circé, que j'ai pas aimé cette année, et qui du coup n'est pas du tout dans mon top, qui est dans mon pas top du coup. Même quand j'ai lu Circé, que j'ai pas aimé, je voyais que l'écriture de Madeline Miller, clairement, je l'aimais très fort. Et là, dans le Chant d'Achille, voilà, ça s'est vérifié. J'adore l'écriture de Madeline Miller, voilà. Je suis pas originale, hein. Faut pas venir sur cette chaîne en pensant que je suis originale, parce que je le suis pas du tout. J'ai adoré ce livre. De toute façon, c'était obligé, parce que ce livre, c'est vraiment mon esthétique, en fait. C'est une relation amoureuse, et là c'est une relation amoureuse dramatique. J'aime le drama, j'aime quand les gens se déchirent et qu'il y a des obstacles, donc c'est parfait. Il y a la guerre, j'adore les récits qui se passent durant la guerre, j'adore aussi quand les auteurs et les autrices montrent la réalité de l'horreur de la guerre, moi c'est ce que je recherche, et là je trouve que... Après Madeline Miller ne décrit pas totalement la guerre et n'approfondit pas vraiment la guerre, mais tu vois clairement que voilà, il y a une guerre qui se passe et que c'est horrible pour tout le monde. Et surtout c'est un livre que j'ai trouvé très nostalgique, très mélancolique, et moi ça... I'm here for that, tu vois, genre je recherche ça. C'est un livre qui est très mélancolique, très touchant, et surtout qui a des moments assez contemplatifs où on suit juste le quotidien entre Patrocle et Achille. J'ai dire Patrick et Achille. J'ai adoré le rythme de ce livre en fait, parce que j'ai trouvé que c'était assez lent, assez contemplatif, et il y a vraiment beaucoup de passages, beaucoup de chapitres où c'est juste Achille et Patrocle. Putain, j'y arrivé, j'ai envie de dire Achille, Achille et Patrick. C'est vrai que c'est un livre qu'on peut trouver lent, et notamment j'ai vu beaucoup de gens dire en avis négatif qu'ils ont trouvé ça trop lent, que c'était un peu chiant et que le début ils avaient du mal à s'y mettre. Mais moi je trouve que ce livre, s'il n'était pas lent, il aurait pas tout l'impact qu'il a. J'aime bien la lenteur dans les livres parce que je trouve que quand un livre est lent, c'est là que tu peux vraiment approfondir l'intériorité des personnages, et c'est là vraiment que... Parce que moi j'aime pas quand les livres vont trop vite. Moi je préfère qu'un livre soit trop lent plutôt qu'un livre soit trop rapide. Après ça bien évidemment c'est une question de perception, bien évidemment. Mais moi la lenteur dans ce livre, je trouve qu'elle a le mérite d'être là. Et sincèrement je pense que si ce livre avait été plus rapide, si ce livre avait été moins lent, il aurait été beaucoup moins mélancolique, beaucoup moins nostalgique, et la relation entre Patrocle et Achille aurait été beaucoup moins développée, et on n'aurait pas vu tout le angst, tout le désir qu'ils ont l'un pour l'autre, et c'est cette lenteur en fait qui participe à ce côté mélancolique. La lenteur aussi surtout elle mérite d'être là, parce qu'au début on voit, vu qu'on est au travers le point de vue de Patrocle, on voit à quel point il aime Achille, on voit son amour vraiment évoluer au fur et à mesure, et commencer à naître tout simplement, et si cette lenteur n'avait pas été là, mais on n'aurait pas eu ça, et du coup je pense sincèrement que je pense que ce livre est lent, mais que c'est normal. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même des actions et des événements quand même assez réguliers, et qui sont quand même des événements et des actions très importantes. Et du coup, moi sincèrement, je me suis pas ennuyée en lisant ce livre. Je voyais la lenteur, mais après voilà, moi je trouve que la lenteur elle sert le livre. Donc je voyais la lenteur, mais il y avait quand même régulièrement des actions, des révélations, des événements, et du coup je me suis pas ennuyée. Et du coup j'ai trouvé que le rythme était très bon, parce que c'était ni trop lent, ni trop rapide. J'ai trouvé que le rythme de ce livre était juste parfait, les thématiques étaient juste parfaites, et j'ai trop aimé la relation entre Patrocle et Achille. J'ai trouvé qu'elle était vraiment bien développée, bien... Comment je peux dire ça, qu'elle était faite de manière crescendo, parce qu'on voit le début et puis après on voit comment ça fleurit. Bien sûr ce livre je lui ai aussi trouvé des défauts, notamment voilà, moi c'est vrai que je pense que j'aurais préféré qu'il y ait les points de vue aussi d'Achille. Je pense que le point de vue de Patrocle, notamment sur la fin, je trouve que ça dessert un peu le livre. Après là ce serait beaucoup spoilé de dire d'en dire un peu plus, mais c'est vrai que j'aurais aimé vers la fin voir plutôt le point de vue d'Achille. Je pense que j'aurais été plus impliquée dedans. C'est un livre tout simplement que j'ai trouvé magnifique, bouleversant, très mélancolique, et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, et je pense que je le relirai. Je pense que je vais attendre un petit peu qu'il soit moins frais dans ma tête, mais je pense que c'est obligé que je le relise. Ma quatrième meilleure lecture de 2021, c'est la première lecture que j'ai faite au début de l'année 2021. C'est le premier livre que j'ai lu durant l'année, et là il se retrouve dans ce top, et il est à la 4e place. C'est La vie invisible d'Adi Larue de Willy Schwab. Alors ce livre, c'est pareil que le Chant d'Achille, je suis pas du tout originale, c'est un livre qui est pareil, très populaire sur Booktube, etc. Mais franchement, encore une fois, c'est un livre, je trouve, qui le mérite, et qui a tout le mérite d'avoir autant de hype, même si c'est un livre, je vais en reparler, qui a quand même des défauts. Ce livre raconte l'histoire d'Adi Larue,
qui un jour fait un pacte avec une sorte de démon, c'est un être un peu de l'ombre. Et ce qui découle de ce pacte, c'est que Addie peut vivre éternellement, mais il y a une contrepartie, c'est que Addie est oubliée par toutes les personnes qu'elle rencontre. Donc là, elle est oubliée par toute sa famille, et c'est même au-delà de ça, c'est que dès qu'elle rencontre une personne, si par exemple elle discute avec la personne, etc., si cette personne juste tourne le dos et la re-regarde, cette personne l'a encore oubliée. Donc Addie peut vivre éternellement, donc elle peut faire tous les voyages qu'elle veut, elle peut faire tout ce qu'elle veut de sa vie, mais elle est perpétuellement et éternellement oubliée par toutes les personnes qu'elle rencontre. On suit donc la vie d'Addie avec cette malédiction, et du coup c'est un livre qui suit Addie au travers le temps et l'histoire. C'est beau, c'est touchant, c'est mélancolique. J'aime la mélancolie dans les livres. Tous les livres que je vous ai présentés ont un petit côté mélancolique. Vraiment, c'est un livre, c'est 100% mélancolique. La mélancolie, c'est ce livre. Je pense qu'il n'est pas pour tout le monde. Et notamment, les reproches que j'ai pu voir sur ce livre, c'est que il est très lent et très contemplatif. Mais là encore, comme pour Le Chant d'Achille, moi je trouve que la lenteur, elle est utile au livre. Et si ce livre avait été rapide... voilà, il n'aurait pas du tout eu le même impact. Et moi je pense que si le livre avait été rapide, je l'aurais beaucoup moins aimé. Mais surtout moi je trouve que la lenteur, elle sert le livre parce que notamment les 100 premières pages, c'est vraiment Addie, toute seule, qui doit gérer sa nouvelle situation et qui apprend à vivre tout simplement avec le fait qu'elle est oubliée par tout le monde. Je trouve que ce début lent, il sert vraiment le récit parce que il nous permet de nous plonger vraiment dans l'intériorité d'Addie. Parce que je pense que si le début avait été plus rapide, si par exemple il y avait juste eu 40-50 pages, voire moins, d'Addie dans sa nouvelle vie, bah du coup on n'aurait pas vu tous les malheurs qu'elle subit, on n'aurait pas vu toute l'horreur en fait de sa nouvelle situation. Alors que là, comme c'est un début lent, on peut voir vraiment tout ce qu'elle traverse, tous les obstacles qu'elle traverse, parce que Vichwap elle nous met plusieurs situations... elle met Addie face à plusieurs situations et on voit vraiment que se faire oublier par tout le monde, en fait, ça la fout dans la galère pour tout et n'importe quoi. Et le fait que le début soit lent, ça nous permet vraiment de voir ça. Et c'est pour ça qu'après, quand Addie vit des moments plus heureux, on peut vraiment vivre ces moments heureux avec elle parce qu'on a vu à quel point elle a galéré au début. Et c'est pour ça que moi, ce début lent, moi en plus j'ai adoré le début, moi franchement je l'ai pas vu passer en fait les 100 premières pages parce qu'il y avait des scènes vraiment qui étaient... C'était horrible. Par contre, il y a beaucoup de scènes qui sont horribles au début parce que Addie du coup se fait oublier par tout le monde, ce qui la met dans des situations très inconfortables. Et en plus de ça, Addie est une femme, ce qui la met encore plus dans des situations inconfortables. Donc il y a des scènes qui sont très dures à lire. En fait, tout simplement, c'est un livre qui est lent et contemplatif parce que c'est un voyage à travers le temps et Addie, c'est un personnage qui est très seul, forcément, vu sa situation. Du coup, durant tout le livre, on est très plongé dans l'intériorité d'Addie, dans sa solitude, dans ses pensées, dans ses réflexions. Moi, quand je lisais ce livre, j'ai vraiment vécu et voyagé avec Addie. L'histoire d'Addie, elle m'a fait voyager, mais elle m'a fait aussi sourire et elle m'a aussi brisé le cœur. Ce livre, je le trouve juste absolument sublime et magnifique, et je trouve que c'est une ode à la vie et à l'art qui est absolument incroyable. Il y a plein de passages sur l'art, et notamment le fait que l'art c'est une trace qu'on laisse sur le monde, c'est une trace que nous en tant qu'être humain on laisse dans le monde, et c'est une trace qui nous poursuivra même après qu'on soit plus là. Et il y a plein de passages comme ça, et vraiment c'est un livre qui te pousse à aimer la vie, à croire en la vie, et qui te pousse à avoir espoir malgré tous les moments tristes et mélancoliques. Ce livre regorge de thématiques qui sont si belles. C'est un livre qui parle du temps qui passe, forcément, et du fait d'avoir peur de pas faire suffisamment de choses dans notre vie. C'est un livre qui parle de notre rapport à l'art et aussi de la trace qu'on laisse en tant qu'être humain dans le monde. Je dois reconnaître quand même que ce livre a certains défauts. Vers les 3/4, ça tourne un peu en rond et j'avais l'impression que c'était un peu répétitif. J'ai pas compris pourquoi le personnage de Luc était autant mis en avant dans cette histoire, et je pense que c'est un truc qui m'a un peu déçue. Et notamment, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je vois beaucoup de gens trop aimer le personnage de Luc, et je comprends pas parce que il est juste horrible et manipulateur en fait, et ce qu'il fait à Addie c'est juste horrible. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas compris tout au long du livre. C'est vrai que la place que prend Luc dans l'histoire, en même temps ça apporte des actions et ça apporte des dialogues avec Addie, et c'est vrai que leur relation au début était intéressante, mais après leur relation part dans quelque chose... Bon, ceux qui l'ont lu, vous voyez ce que je veux dire. Leur relation, là où elle va, ça m'a pas trop plu. Et aussi, le gros défaut de ce livre, et c'est très important d'en parler, c'est que Addie, elle vit éternellement, et du coup, elle voyage. On nous dit, elle voyage dans le monde, maintenant qu'elle vit éternellement, voilà, elle peut enfin voyager et tout ça. Elle ne voyage que dans des pays d'Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que le monde, pour Addie, parce que Addie s'est vraiment dit qu'elle veut découvrir le monde, que ouais, elle veut découvrir la culture et tout, et elle voyage qu'en Europe et aux États-Unis.
C'est pas ça, le monde, madame. J'ai trouvé ça vraiment très dommage que Addie reste tout le temps dans les mêmes pays. Et en plus, c'est un peu problématique, quoi, parce que vraiment, en 300 ans, Addie, elle fait que ces pays-là et elle voit que des personnes blanches. C'est un peu... Déjà, ça dessert le livre, parce que du coup, c'est dommage, tu vois. Il y a d'autres choses à voir dans le monde, et en plus, c'est un peu problématique. C'est quelque chose que j'ai remarqué à un moment dans ma lecture. Je vois, ah oui, je voyage dans le monde, et je suis en mode, bah non, en fait, tu voyages pas dans le monde, c'est pas ça le monde. Il y a pas que 4 pays dans le monde, quoi. J'ai une relation un peu étrange avec ce livre, parce que quand je l'ai terminé, je me suis dit, j'ai adoré, incroyable, ça va être un de mes livres préférés du monde entier. Et puis au fur et à mesure du temps, en lisant les avis d'autres personnes et en prenant du recul, bah, les défauts de ce livre me sont revenus en tête et je me suis dit ouais, c'est vrai que quand même je suis un peu déçue. Donc je m'étais dit ça a été une super lecture pour moi, mais quand même il a des défauts. Et en fait tout au long de cette année je me suis rendu compte que ce livre m'avait quand même beaucoup marqué et que c'est un livre, d'un coup j'y pense et je pense à certaines scènes, je pense aux thématiques du livre. Je me rends compte en fait que c'est un livre qui a vraiment marqué mon cœur et ma vie et j'aimerais bien le relire un jour, donc peut-être cette année, peut-être dans 5 ans, je ne sais pas, mais je pense que je le relirai. Mais en tout cas pour l'instant c'est un livre, je pense que c'est important de garder en tête ses défauts, parce qu'il en a, mais c'est un livre qui a quand même marqué mon cœur et mon esprit, et il y a aussi beaucoup de thématiques, c'est des thématiques qui me plaisent. Ce livre c'est un peu mon esthétique en fait quand il pense, et il y a beaucoup de problématiques, notamment le personnage d'Henry qui est très angoissé par rapport au temps qui passe. C'est totalement moi, donc je me suis beaucoup vue dans ce livre en fait, et je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant touchée et marquée. Et c'est un livre que j'ai juste trouvé merveilleux, et je l'adore, et je pense... C'est pas un livre que je conseillerais à tout le monde, parce que je comprends que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde, mais il est quand même incroyable ce livre. Pépite. Ça y est, on y est, le top 3 de mes meilleures lectures de l'année 2021, donc là c'est vraiment les pépites des pépites. Mais je suis quelqu'un de tellement prévisible que là, vous savez quels sont les... Je suis sûre que vous savez c'est quoi là les 3 livres dont je vais vous parler. Ma 3e meilleure lecture de cette année 2021, c'est Radio Silence d'Alice Oseman, qui est traduit en français sous le nom de Silence Radio. Je pense que là, pour les 3 premières places, je vais faire que sourire en vous parlant de ce livre. Dans Radio Silence, on suit le personnage de Frances qui est dans sa dernière année du lycée et elle est dans une période de flou parce que elle sait pas ce qu'elle veut faire à l'université et Frances c'est quelqu'un qui a toujours eu de super bonnes notes, qui a toujours été première de la classe et qui a toujours été un peu définie comme ça, comme étant la fille qui travaille bien et voilà, qui est pas très fun. Frances surtout est très fan d'un podcast qui s'appelle University et en parallèle de ça, elle fait la rencontre et elle fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Aled et eux deux deviennent amis et ils ont une amitié qui est juste incroyable et très pure et très belle. Et Aled notamment, c'est un personnage qu'on retrouve dans Heartstopper d'Alice Oseman. Est-ce que Heartstopper fait partie de ce classement? Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Déjà, je vous laisse admirer le nombre de post-it que j'ai mis dans ce livre, et encore, je pense sincèrement que j'aurais pu en mettre plus. Mais voilà, le nombre extravagant. Ah, ça va en fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Mais il y a vraiment beaucoup de post-it quand même. Ce livre, je me souviens quand je l'ai lu, c'était vraiment magique. Je vivais vraiment un moment magique. En fait, j'avais juste l'impression d'être avec Frances et Aled tout le temps. Et j'avais l'impression de vivre en rythme avec eux. Et j'ai l'impression que ce qu'ils vivaient, je le vivais aussi. C'est très cliché de dire ça, mais là vraiment, c'est vrai. Ce que j'ai aimé déjà dans ce livre, c'est les personnages. Je trouve qu'Alice Oseman a une force incroyable pour créer des personnages. C'est des personnages, t'as juste l'impression que c'est tes potes, qu'ils existent, parce que Alice Oseman a une manière de les décrire dans tout ce qu'ils sont, dans leurs qualités, dans leurs défauts, mais aussi dans des détails imperceptibles. Et je trouve que dans ce livre, Alice Oseman a vraiment bien réussi à nous plonger dans l'intériorité des personnages, et j'ai trouvé que les réflexions de Frances étaient très très justes, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien approfondi et très bien développé, les pensées et les réflexions de Frances par rapport à l'école, par rapport à sa vie de fan, par rapport à son amitié avec Aled. Et aussi ce qui fait la grande force de ce livre, je trouve, ce sont les thématiques. Il y a plein de thématiques différentes qui sont tellement importantes et qui sont traitées avec une grande justesse. Notamment, on peut dire que dans ce livre, Alice Oseman fait une critique du système scolaire. Alice Oseman montre bien à quel point on met de la pression aux élèves pour qu'ils aient tout le temps des bonnes notes, pour qu'ils soient tout le temps parfaits. La pression qu'on met aux élèves et l'angoisse qu'on leur transmet pour se choisir un avenir. Tout au long du livre, Alice Oseman montre bien cette pression et cette angoisse que ressentent les élèves. C'était vraiment très bien décrit et très bien fait, tout simplement. Et je trouve ça très bien qu'Alice Oseman ait écrit ça dans ce livre, parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très important. Alice Oseman montre tout simplement à quel point le système scolaire, souvent, est peu bienveillant envers les élèves
et j'ai trouvé que c'était bien fait. Il y a aussi d'autres thématiques qui sont traitées, notamment la recherche d'identité. Frances et Aled, ils sont dans une recherche d'identité constante. Et c'est aussi un livre qui parle des parents toxiques, qui parle de familles dysfonctionnelles. Et j'ai trouvé là aussi que c'était très subtil. C'est un livre aussi qu'on peut un peu décrire comme étant lent et contemplatif, notamment la première partie. Parce que la première partie, c'est vraiment une plongée dans le quotidien d'Aled et Frances. Et on suit tout simplement leur amitié se développer, on suit leurs relations, on suit leurs problèmes à l'école, on suit leurs soucis personnels. Et vraiment, il y a des chapitres entiers, c'est juste des dialogues entre les différents personnages, pas que Aled et Frances, mais aussi les autres personnes qui gravitent autour d'eux. Je le conseille à énormément de personnes, et notamment aux personnes qui se sentent un peu perdues face à leur avenir, et notamment si vous connaissez des jeunes personnes qui par exemple ont 18 ans et qui se sentent angoissées par rapport à leur avenir. Je pense que c'est un très bon livre à offrir. Et pas que ces personnes-là en fait, même si, voilà, tout simplement si vous vous sentez perdu dans votre vie, si vous vous sentez angoissé dans votre vie, c'est un livre je pense qui peut aider beaucoup de personnes. Et aider je sais pas à quel point, parce que c'est pas non plus un livre qui donne énormément de réponses, mais c'est un livre je trouve qui fait te sentir moins seul. On arrive au top 2 de mes meilleures lectures de 2021. Et pour ce deuxième livre, j'ai un peu triché, j'en ai mis 2 pour 1. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ma deuxième meilleure lecture de l'année 2021, c'est Heartstopper d'Alice Oseman. Donc Alice Oseman en deuxième et troisième place, quand même pas mal. Je mets le troisième et le quatrième tome dans ce classement parce que en fait j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en 2020. Et en 2021, j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Et comme c'est la même saga, je me suis dit, bah, je peux mettre les deux dans la même place. Voilà, on va rien me dire. Et en fait, surtout, c'est des tomes que je peux pas dissocier, je peux pas dire un que je préfère à l'autre. Je dirais qu'objectivement, le tome 4, c'est mon préféré, mais le tome 3, j'ai vraiment une tendresse particulière pour le tome 3. Je les aime tous les deux très fort, pour des choses très différentes, pour des aspects très différents. Donc là encore, je suis très peu originale. Heartstopper, encore une fois, c'est une saga qui est très populaire sur Booktube, Bookstagram, etc. Mais franchement, Heartstopper le mérite x1000, c'est ce que tout le monde dit, oui il y a de la hype, mais c'est mérité x1000. Heartstopper c'est une saga de romans graphiques d'Alice Oseman, pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, et le 5e qui va sortir en 2023 sera le tout dernier tome de Heartstopper. J'ai déjà le cœur brisé, mais il y a la série Netflix qui va sortir. On va suivre la relation entre deux garçons, Nick et Charlie, qui se rencontrent, deviennent amis, et au fur et à mesure ils tombent amoureux. C'est le résumé qu'on fait parce que c'est le résumé le plus simple, et comme ça permet de... Quand on les lit, comme ça on peut tout découvrir, mais c'est tellement plus que ça Heartstopper, parce que ça traite de plein de sujets différents, et surtout il y a d'autres personnages qui gravitent autour de Nick et Charlie. Heartstopper en fait c'est une saga qui est très riche, et c'est pas juste une saga qui parle d'une relation entre deux mecs, c'est tellement plus que ça traite de plein de sujets, ça traite de santé mentale, ça traite de coming out, ça parle de la recherche d'identité, la recherche de sa sexualité, de la recherche de son orientation amoureuse, ça parle de recherche d'identité tout court en fait, pas seulement la recherche d'identité amoureuse, mais aussi ta recherche d'identité en tant que personne. Ce que j'aime le plus dans Heartstopper, et je pense c'est ça qui fait la force de Heartstopper, et c'est ça qui m'a autant touchée dans Heartstopper, c'est les personnages. Comme je le disais pour Radio Silence, Alice Oseman a une force incroyable pour créer des personnages qui soient humains, et Heartstopper, moi les personnages d'Heartstopper, c'est mes potes. Les personnages de Heartstopper, Nick et Charlie évidemment, mais aussi tous les autres personnages secondaires, ils sont tellement humains. Ils ont toutes et tous une identité propre, ils ont toutes et tous une voix propre à eux. Ils sont toutes et tous différents et en même temps très complémentaires. Et surtout ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont une solidarité entre eux, un soutien, une amitié, un amour qui est tellement magnifique, et ils ont une manière de s'aider les uns les autres, de se soutenir, d'être là les uns pour les autres. Et ce que j'aime particulièrement dans Heartstopper, c'est les thématiques qui sont traitées, et notamment ce qui fait que j'aime autant le tome 4, c'est parce que le tome 4 est concentré sur la santé mentale, notamment la santé mentale de Charlie. Tout simplement, le message de ce tome, c'est que l'amour et les relations humaines ne peuvent pas sauver d'une maladie mentale, et on a besoin de se faire aider autrement, mais il faut quand même être là les uns pour les autres, et l'amour, l'amitié, c'est ça. C'est pas ça qui peut nous sauver, mais c'est ça qui est un pilier et qui peut nous aider à nous relever. C'est une saga qui est tellement douce, tellement bienveillante, et il y a des passages très sombres. Je comprends qu'on puisse dire que c'est doudou, mais je pense quand même que faut... Comment dire? Moi en fait quand je me suis lancée dans Heartstopper, j'avais entendu dire partout « Ouah c'est trop doudou, ouah ça fait trop du bien ». Et en fait je m'y attendais pas, mais il y a des passages très durs. Donc je pense que c'est important de dire qu'il y a des scènes qui sont compliquées dans Heartstopper. C'est pas que l'amour, le rose et tout. Mais c'est fait avec tellement de bienveillance, et surtout tu sais que les personnages ils sont soutenus et qu'ils sont pas seuls. En fait Alice Oseman présente la réalité de la vie,
Et il y a des obstacles, il y a de la haine, il y a des choses qui se passent pas bien, il y a des maladies, il y a la santé mentale qui fait des siennes. Alice Oseman n'hésite pas à montrer toutes ces choses compliquées qui se passent, mais c'est fait dans un cadre doux et bienveillant, et ça apporte des messages qui sont importants. Et notamment la thématique du tome 3, c'est sur le coming out, parce que Nick et Charlie, ils se sentent un peu forcés, un peu obligés à faire le coming out. En fait, on a l'impression en fait que le coming out c'est un peu un passage obligé, un passage forcé, et en fait le message de ce tome c'est juste, en fait tu le fais si t'en ressens le besoin, si t'en as l'envie, mais sinon tu vis juste ta vie. Tu ne dois pas ton coming out aux autres personnes, si tu le dois à quelqu'un c'est à toi-même. Donc on parle de choses compliquées mais d'une manière tellement douce et bienveillante, avec des messages forts mais faits avec subtilité et bienveillance. Le tome 4, j'ai passé mon temps à pleurer d'émotion, c'était à la fois de la tristesse, de l'émotion, de la beauté, c'était pour plein de choses que j'ai pleuré, mais vraiment en fait je ressens 1000 émotions quand je lis Heartstopper, notamment le tome 3 je me souviens, mais je suis passée par 1000 émotions à la minute. Je lisais une page, j'avais envie de pleurer, la page d'après j'avais envie de rire, c'est très drama hein, mais j'ai vraiment l'impression de vivre avec eux et d'être avec eux, c'est pour ça que je ressens tout à 100%. C'est des romans graphiques déjà que je conseille à tout le monde, parce que ce sont des livres qui peuvent faire du bien à énormément de personnes et qui peuvent aider énormément de personnes. Et il y a aussi toutes ces thématiques qui sont terriblement importantes et qui sont traitées d'une manière très juste et très subtile. Et c'est des thématiques dont il faut parler et Alice Oseman le fait très bien. Et enfin, nous y sommes, ma meilleure lecture de l'année 2021. C'est une saga, et c'est une saga de livres qui est devenue une de mes sagas préférées. Et je n'ai pas encore lu le 3e tome, mais je vais le faire là en 2022. Du coup c'est un peu un mensonge que je fais parce que là je voulais vous présenter la saga complète, mais je n'ai pas encore lu le 3e tome, donc je vais l'enlever. Ma meilleure lecture de cette année 2021, c'est la saga The Poppy War de Rebecca F. Kuang. Donc là j'ai les 2 tomes. Si je devais en garder qu'un, je dirais le 2e, que j'ai défoncé avec mes post-it. Si je devais vous en citer qu'un, ce serait le 2e parce que je l'ai trouvé absolument magistral et admirable ce livre. Mais je vais vous présenter les 2 parce que voilà, c'est quand même une saga. The Poppy War, c'est une saga de fantasy qui reprend la Chine, qui reprend la véritable histoire de la Chine et notamment les guerres sino-japonaises. Dans cette histoire, on suit le personnage de Rin qui rentre dans une école militaire dans le 1er tome. Elle apprend les techniques de la guerre, elle apprend tous les enjeux liés à la guerre. Et comme l'indique son nom, The Poppy War, c'est une saga qui parle de guerre. Il y a une guerre qui se passe tout au long de cette saga, donc c'est pour ça que c'est pas une saga qu'on peut non plus conseiller à tout le monde, parce que il y a des scènes de guerre, donc il y a des scènes très violentes, notamment dans le 1er tome, le chapitre 21. Voilà, vous savez ce qu'on a vécu, hein, c'est horrible de lire ça, moi ça m'a... Voilà, ça te brise vraiment, cette saga en fait. Ça vous donne pas du tout envie de la lire. Cette saga va vous briser la vie. Cette saga pour moi est juste magistrale. Pour moi cette saga en fait c'est un chef-d'œuvre. Déjà c'est une saga que je trouve absolument brillante et tellement intelligente parce que évidemment c'est une saga qui parle de guerre, donc il y a beaucoup d'enjeux politiques, de techniques un peu politiques et de complots, de choses comme ça, etc. Et je sais que ça peut faire fuir certaines personnes d'entendre que ça parle de politique. Par exemple, ils ont un peu des techniques par rapport à la guerre, ah bah là on va faire ça. Des fois il y a un peu des discussions autour de la politique, donc je sais que ça peut un peu être rébarbatif pour certaines personnes, mais c'est fait d'une manière tellement intelligente. Tout est tellement bien pensé, tout est tellement bien réfléchi, les enjeux sont tellement profonds et vont tellement loin. Et franchement l'autrice... franchement, elle a toute mon admiration. Je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça plaît pas, tous ces aspects un peu politiques, et notamment qui ont un peu arrêté la saga à cause de ça. Mais moi, franchement, je trouve que ça prend pas le pas... Enfin, comment expliquer? En fait, pour moi, toute l'histoire politique et tout, pour moi, c'est vraiment dans le fond de l'histoire. Parce que moi, sincèrement, quand je lis The Poppy War, je pense que j'ai pas tous les enjeux en tête. Je pense que... bien sûr, j'ai compris l'histoire, donc je vois de manière générale qui est ennemi avec qui, je vois un peu les enjeux politiques, mais je pense qu'il y a plein de détails que je suis passée à côté. En plus, je les lis en anglais, c'est des pavés comme ça. Pour moi, l'histoire politique, elle est vraiment dans le fond de l'histoire, et pour moi, le plus important dans cette histoire, c'est la réalité de l'horreur de la guerre. Rebecca F. Kuang, elle montre clairement ce que c'est de vivre durant une guerre. Il y a des scènes qui se passent durant les guerres, donc des scènes de bataille, mais il y a surtout des scènes qui se passent dans l'après-bataille. Donc on voit les villes saccagées et on voit ce que les personnes ont vécu, on voit les traumatismes des personnes. Pour moi, vraiment, le premier plan de The Poppy War, c'est pas toutes les questions politiques, tout ça, les enjeux politiques, les complots politiques et tout. Pour moi, c'est vraiment la guerre en fait. Et c'est vraiment ces personnages qui vivent la guerre qui sont mis en avant. Et surtout, Rebecca F. Kuang, elle montre bien tous les traumatismes que subissent et vivent les personnes qui sont dans cette guerre. Et ce que j'aime vraiment, et je suis tellement contente que Rebecca F. Kuang ait fait ça, parce que
dans ces livres, du coup les personnages voient la guerre et vivent la guerre dans leur chair en fait. Ils sont sur les champs de bataille et au-delà de ça, ils voient des personnes qu'ils aiment mourir, ils subissent vraiment la guerre et ils sont vraiment traumatisés et ça c'est montré du début à la fin. Et ça rend l'histoire tellement plus puissante et tellement plus humaine parce que c'est ça la réalité des choses. Les personnages pleurent à tous les chapitres. Bon, c'est pour ça que c'est pas conseillé à tout le monde parce que c'est très dur. Mais c'est ça la réalité des choses, c'est ça la réalité de la guerre, c'est ça la réalité des traumatismes. Les personnages, ils entendent un bruit, ils sont pas bien parce qu'ils sont traumatisés, ils pleurent tout le temps, ils sont mal physiquement et mentalement. En fait, clairement, c'est la saga du traumatisme. C'est des personnages qui sont traumatisés du début à la fin. Et je trouve que ces traumatismes, Rebecca F. Kuang les traite avec tellement de justesse et de subtilité. On entre vraiment dans l'intériorité des personnages et on voit vraiment tous les ravages de leur traumatisme. Et vraiment, c'est très fort et oui, alors c'est pas la joie, hein, c'est pas la saga de la joie, mais c'est tellement fort et tellement puissant. Et puis surtout, bah moi je trouve ça terriblement important de lire ça, parce que Rebecca F. Kuang, elle s'inspire d'une véritable histoire, elle s'inspire des guerres sino-japonaises, elle s'inspire de la véritable histoire de la Chine, des événements qu'elle raconte. Alors oui, c'est de la fantaisie, donc il y a des choses qui sont sorties de l'imagination de R.F. Kuang, mais elle reprend des véritables événements, et c'est pour ça que le fait qu'elle montre vraiment les traumatismes des personnages, qu'elle montre vraiment ce que c'est vraiment la guerre et toute l'horreur, vraiment, c'est horrible, moi je trouve ça terriblement important. Et j'adore aussi l'écriture de R.F. Kuang. Je trouve que c'est une écriture qui est très simple, parce que, tu vois, c'est pas une écriture que je décrirais comme étant poétique. Elle fait des phrases très simples, mais ça te saute à la figure, quoi. Ça te met une claque, parce qu'elle utilise vraiment les mots parfaits, et ça te fait ressentir ce que les personnages ressentent, et c'est fait avec tellement de justesse, c'est très juste et très sensible. Parce que le fait que son écriture soit simple, ça l'empêche pas d'être sensible. Et surtout, c'est une saga qui est très mélancolique, évidemment, vu les sujets qui sont traités. C'est une saga très sombre, c'est plein de rage, plein de deuil, plein de colère, plein de traumatisme. C'est une saga très sombre, mais qui est lumineuse dans son écriture et dans ses enjeux. Et simplement, c'est une saga tellement brillante, en fait, et tellement bien pensée, et tellement... Les enjeux, vraiment, mais c'est incroyable qu'elle ait pensé à faire tout ça. Je ne sais que dire de plus, mis à part que un chef-d'œuvre. Et là, en 2022, je m'apprête à lire le 3e et dernier tome de cette saga. Il va y avoir des larmes sur cette chaîne. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que malheureusement, le premier tome a été traduit en français aux éditions Actes Sud, mais pour l'instant, et donc j'ai un peu l'impression que ça va être jamais, il ne compte pas traduire la suite. Donc, si vous voulez lire cette saga, c'est mieux de se lancer en anglais. Sauf que je trouve que cette saga n'est pas très accessible, dans le sens où, certes, l'écriture de R.F. Kuang est simple et voilà, elle écrit pas de manière très complexe. Par contre, c'est le fond de l'histoire qui est complexe. La forme ne l'est pas, mais le fond est très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de choses politiques qui se passent. Donc, je vous dirais de la lire seulement si vous êtes à l'aise avec l'anglais. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté mes meilleures lectures de cette année 2021. Donc je pense qu'il n'y aura pas eu de grosses surprises. Tous ces livres, je vous en ai plus ou moins parlé dans des vidéos. Surtout les 5 premiers, j'ai fait que vous en parler toute l'année sur ma chaîne. Donc c'était pas très surprenant. Mais c'était chouette de revenir sur ces lectures qui ont marqué cette année, et pour certains, notamment les 5 premiers, qui ont un petit peu bouleversé ma vie. Donc ça m'a fait plaisir là de faire un petit bilan de cette année et de pouvoir vous en parler. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelles ont été pour vous vos meilleures lectures de l'année 2021, ou si vous avez fait une vidéo sur vos meilleures lectures de cette année, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, parce que ça me ferait plaisir de voir des petites recommandations. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, etc. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.